Et ben c'est parti. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Selim Jaffar, donc je suis, comme ça a été annoncé, directeur du support chez YesWeHack ou Head of Customer Success pour l'anglicisme. Et donc avec mon co-animateur qui nous rejoindra après et qui préfère garder son anonymat, pardon, on va vous parler de collaboration avec des hackers éthiques pour mieux gérer son risque au sein d'une organisation. Donc plus concrètement, on va vous parler de Bug Bounty. Et avant toute chose, je voulais juste donc me présenter. Donc en tant que directeur du support, j'ai eu l'occasion donc d'accompagner et mon équipe également bien sûr nos clients dans leur démarche de Bug Bounty, évidemment dans la prise en main de notre plateforme, de l'outil qu'on met à leur disposition pour gérer leur programme de Bug Bounty, mais aussi dans la définition de leurs objectifs, dans la création de ces programmes, dans leur animation et dans leur gestion sur le long terme. Donc c'est un petit peu ce qui fait ma légitimité aujourd'hui à vous parler de Bug Bounty. Et YesWeHack, en quelques mots, on est la première plateforme européenne de VDP, donc VDP qui est l'acronyme de Vulnerability Disclosure Policy, sujet qui n'est pas au programme aujourd'hui, mais si cela vous intéresse, c'est tout à fait d'actualité comme sujet, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur notre site ou ailleurs. Et première plateforme européenne de Bug Bounty, donc notre sujet du jour. Sur notre plateforme, nous gérons plus de 400 programmes, autant privés que publics, portés par plusieurs centaines d'organisations de différents continents, différents pays, plus d'une trentaine de pays représentés. Et nous avons donc une communauté de chercheurs, d'experts en cybersécurité ou de hackers éthiques, appelez-les comme bon vous semble, de plus de 24 000 donc, hackers éthiques enregistrés sur notre plateforme et qui peuvent être mobilisés pour les programmes de nos clients. Donc, pour ma partie, cette première partie, je vais essayer de passer sur les concepts clés du Bug Bounty, vous expliquer de quoi il s'agit, comment ça fonctionne, quelles sont les premières étapes pour se lancer, qu'est-ce que ça implique concrètement pour une organisation, mais aussi pour un chercheur, un hacker éthique, de participer à des programmes de Bug Bounty. Et ensuite, mon co-conférencier vous fera part de son retour d'expérience en tant que client de notre plateforme et en tant qu'utilisateur finalement de cette démarche de notre plateforme. Donc le Bug Bounty, en tant que concept, c'est faire appel à une communauté d'experts, une communauté de hunters, de hackers, appelons-les comme on veut encore une fois, pour mettre en évidence des vulnérabilités, donc on va parler de bugs, dans les systèmes d'une organisation en échange d'une prime. Et là, on va parler de bounty. Donc vous aurez compris le terme de Bug Bounty, prime à la faille, prime à la vulnérabilité. Donc c'est ce que j'ai essayé vaguement de schématiser ici à droite. Si on prend l'exemple, par exemple, du site de cette conférence d'Aquitaine, on pourrait inviter un groupe de chercheurs, un groupe de bug hunters à tester ce site, à éprouver sa sécurité et à essayer d'identifier, de mettre en évidence d'éventuelles failles, des vulnérabilités qui pourraient être exploitées. Et donc, ils vont remonter, ici dans cet exemple à Aquitaine, aux propriétaires du système, les failles identifiées dans le cadre de ces tests, afin qu'elles soient prises en compte par l'organisation et qu'elles puissent être corrigées, priorisées dans leur correction. Le Bug Bounty, c'est une démarche qui a tendance, je dirais, à se démocratiser, en tout cas qu'on retrouve chez de plus en plus d'organisations, qui se déploient assez rapidement, parce qu'elle a un certain nombre d'avantages et répond à certains besoins, à certains manques aussi de l'offre aujourd'hui de solutions ou de prestations de sécurité. Les avantages, c'est ce que je représente ici par différents personnages, c'est la pluralité des compétences et des profils d'abord. Puisque dans le Bug Bounty, vous allez faire appel à des personnes qui ont une expertise, qui ont du temps à consacrer aussi, et qui ont tous leur spécialité, leur niveau de compétence, leurs expertises, et vous allez pouvoir assez facilement, au travers d'une plateforme comme la nôtre par exemple, mobiliser ces différentes compétences en fonction de vos différents besoins et de vos attentes. Donc voilà, pluralité de compétences, pluralité de profils, ce qui permet une certaine forme d'exhaustivité dans les sujets qui peuvent être couverts, dans les technologies qui peuvent être sécurisées, et ce qui permet d'aller au fond des choses. Au-delà de ça, c'est une grande agilité et flexibilité dans le modèle, puisque on va pouvoir, en tout cas une organisation va pouvoir dimensionner son programme comme il l'entend, autant en termes de périmètre, j'y reviendrai après, qu'en termes de nombre de chercheurs qui vont participer, donc gérer l'intensité des tests qui vont être menés, et donc aussi le volume de failles qui vont remonter. Et flexibilité, évidemment, parce que très facilement, on va pouvoir lancer de nouveaux programmes, de nouvelles campagnes, en terminer d'autres, tout ça au fil du temps et au gré des besoins et des enjeux de l'organisation. Et enfin, c'est une grande efficacité puisque vous allez faire appel à des personnes indépendantes qui sont motivées par une prime et qui doivent être les premiers à débusquer une faille pour pouvoir toucher cette prime. Donc voilà, il y a une vraie incentive, pour dire ça en anglais, un vrai facteur motivation qui fait que généralement, c'est ce qu'on observe,
même pour des périmètres qui sont passés dans des scanners, qui sont passés par des tests d'intrusion. Il y a toujours des choses qui remontent, tôt ou tard. Et donc, ça permet, encore une fois, d'atteindre un semblant d'exhaustivité, même si ce concept n'existe pas dans le monde de la sécurité. Et enfin, c'est la continuité. Et là, on est totalement en rupture par rapport aux autres méthodes de test, aux autres solutions. Le bug bounty a cette vocation à durer dans le temps et à permettre de couvrir finalement les enjeux plus ou moins nouveaux, hein, de nouveaux cycles de développement, de nouveaux cycles d'intégration et de déploiement qui sont de plus en plus courts et qui du coup nécessitent une surveillance permanente qui peut être obtenue au travers de ce type de programme, donc de bug bounty. Donc voilà pour le concept. Maintenant, si on se projette un petit peu dans la peau d'un RSSI ou d'une personne qui porterait ce sujet au sein d'une organisation, les questions qu'il va devoir se poser, les étapes par lesquelles il va passer pour mener à bien sa démarche de bug bounty, ça va être d'abord de faire un choix entre ce qu'on va appeler un programme public ou privé. Par définition, un programme public va être connu de tous et ouvert à tous. Tout un chacun peut y participer sous certaines conditions, mais voilà, peut en prendre connaissance de ses règles et commencer ses recherches et remonter des choses s'il trouve des choses. A contrario, un programme privé va être restreint en termes d'invitation. Seulement un nombre de chercheurs défini va être spécifiquement invité à participer et seules ces personnes-là auront connaissance de l'existence du programme et pourront y participer. Et c'est ce qu'on verra dans la deuxième partie notamment. Ensuite, et c'est ce qui va définir, j'ai cité le mot programme plusieurs fois, un programme finalement c'est un ensemble de règles qui vont s'appliquer à un périmètre. Et l'organisation va définir donc le périmètre qu'elle souhaite tester à un instant T, les règles qui vont être applicables aux chercheurs, dans la façon qu'ils vont avoir de mener leurs tests, dans les tests qu'ils vont pouvoir faire, dans les choses qu'ils vont pouvoir ou devoir remonter à l'organisation, tout ça dans le but de cadrer les tests et les résultats qui vont être obtenus. La politique de récompense aussi, je viendrai là-dessus juste après, a toute son importance. Et ensuite, eh bien, le programme est lancé, va commencer à vivre, des chercheurs vont mener leurs tests et vont vraisemblablement identifier des failles quelques heures après ou quelques jours plus tard. Et il va s'agir de collecter ces vulnérabilités, de les traiter, de les qualifier, de mesurer leur impact potentiel si elles étaient exploitées par des personnes malveillantes cette fois, d'interagir avec les chercheurs pour aller au fond du sujet et bien comprendre les enjeux et ce qui va devoir être corrigé aussi par la suite et pouvoir, en fonction de tout ça, prioriser les corrections et verser des primes adéquates aux chercheurs. Et enfin, dernier point qui est quand même assez important, toujours sur cette notion de continuité, le bug bounty, il va falloir gérer son cycle de vie aussi. Un programme, à l'échelle, on va dire, d'un produit ou d'une application ou même d'une organisation, n'est pas figé dans le temps et a vocation à évoluer au gré des besoins et des contraintes. Donc, vous allez très généralement, la démarche des organisations, et c'est en ce sens qu'on les accompagne au sein de mon équipe, ça va être de commencer sur des choses qui restent maîtrisables en termes de volume, histoire de se familiariser avec le concept, avec l'outil, avec la communauté, pour pouvoir petit à petit couvrir de plus en plus large et idéalement, je dirais que c'est peut-être la finalité, pouvoir en continu tester l'ensemble de sa surface d'exposition et couvrir l'ensemble de ses applicatifs, de ses sites web, de ses actifs au travers d'un programme ou de plusieurs programmes. Pour que vous puissiez un petit peu mieux vous projeter et vous représenter ce qu'est un programme de bug bounty, je vous ai juste tiré quelques exemples d'un programme d'exemple sur notre plateforme, mais si vous le souhaitez, vous pouvez aller consulter, tout le monde peut le faire, les programmes publics qui sont hébergés sur notre plateforme, sur yeswag.com. Et donc, les éléments clés d'un programme de bug bounty qui vont vraiment organiser la collaboration entre une organisation et une communauté de chercheurs, ce sont en premier lieu les scopes, donc les périmètres qui vont être testés. Et ici, dans mon exemple, vous voyez que voilà, je teste 2 périmètres, un site web, on va dire le front de mon application web, ainsi que son API, avec des politiques de récompense différentes entre les deux. C'est un détail, mais pas des moindres. Et comme vous pouvez l'observer, vous avez donc des échelles de primes qui vont varier en fonction de 4 niveaux, qui sont les niveaux de sévérité, low, medium, high, critical. Et si on prend cet exemple, un chercheur qui identifierait une faille critique sur cette API dans le cadre de ce programme pourrait donc espérer une prime montant jusqu'à 2 500 €. Bon, c'est des dollars sur mon exemple, mais ça fonctionne pareil.
Et deuxième point qui cadre et qui organise les remontées, ça va être la définition de listes de vulnérabilités qualifiantes, c'est-à-dire celles qui sont éligibles à une prime et que l'organisation souhaite couvrir dans le cadre de ce programme, et non qualifiantes. Et là, on va retrouver voilà, tous les types de failles, soit d'impact très modéré, soit des choses qui, à l'instant T, n'intéressent pas l'organisation pour X raisons, peut-être parce qu'il y a déjà un chantier en cours sur cette thématique-là. On pourrait très bien imaginer voilà, que l'organisation aurait exclu les open redirects de son programme et les chercheurs donc se concentreraient sur les autres sujets. Maintenant, côté chercheur, quand on va identifier une faille, il va falloir la remonter à l'organisation pour qu'elle soit prise en compte et traitée, et puis aussi pour obtenir une prime, hein, évidemment. Et donc, ça va se représenter comme ici, en tout cas sur notre plateforme, avec, j'ai peur que ce soit très petit si vous avez des petits 12 pouces ou 13 pouces chez vous, mais ici, on retrouve des éléments techniques sur la faille, sa nature, où elle a pu être identifiée, des données assez structurées. Un score CVSS qui va être la base de discussion et d'échange sur la qualification de la faille et sa sévérité entre le chercheur qui pré-remplit ce score-là, le base score de son côté au moment de la soumission, et l'organisation qui va être amenée potentiellement à revoir l'impact, parce qu'il y a des mitigations en place, parce que suite à post-mortem, analyse en interne, on voit que l'impact est plus élevé ou plus bas. Et tout ça va, in fine, définir la sévérité et donc le montant de la prime. C'est un assez gros enjeu dans la vie d'un programme et d'un chercheur, mais aussi d'une organisation. Et enfin, le chercheur va devoir fournir un maximum d'éléments sur la vulnérabilité qui est identifiée, donner une description, on va dire, assez sommaire de cette typologie de vulnérabilité, de ce vecteur d'attaque, de comment, dans le contexte de l'applicatif qu'il a été amené à tester, il a pu l'identifier et potentiellement comment il pourrait l'exploiter, et fournir un proof of concept, tous les éléments qui vont permettre l'organisation de rejouer ce même scénario et de pouvoir faire sa propre analyse et pouvoir aller vraiment, encore une fois, au fond du sujet pour apporter la correction qui serait bon d'apporter. Donc voilà pour le déroulé d'un programme, comment le mettre en place, comment ça se passe dans les échanges avec la communauté. Et je voulais juste terminer ma partie avec quelques conseils qui s'appliquent finalement aux deux parties hein, du bug bounty. D'un côté les organisations, de l'autre les hackers. Je ne voulais pas donner des conseils pour les uns et pour les autres, puisque le sujet le plus important, et c'est un sujet je pense qui est très intéressant dans le domaine de la sécurité, on est sur une approche collaborative avec une dimension humaine très importante et très forte, et qui va conditionner finalement le bon succès de cette démarche au sein d'une organisation, et même plus largement au sein d'un écosystème. Puisque d'un côté, il faut des organisations prêtes à se lancer et à faire du bug bounty et à ouvrir ces systèmes à des testeurs, à des hackers, et de l'autre, il faut une communauté qui souhaite investir son temps sur des programmes. Et donc ce succès-là va être facilité, je dirais, par ces éléments, ces postures-là, être précis d'un côté quand on définit son programme et ses attendus, précis en tant que chercheur quand on va mettre en évidence des choses, puisqu'on parle de choses quand même très techniques, très avancées, être pédagogue d'un côté et de l'autre, pédagogue dans les choix qu'on fait en tant qu'organisation, et pédagogue côté chercheur, puisqu'on est détenteur de l'expertise concernant une faille, on est celui qui l'a identifiée, donc il va falloir vulgariser et réexpliquer certaines choses. Et tout ça va s'assurer évidemment par une bonne communication entre les deux parties. Se faire confiance aussi, c'est un élément très important. Il faut que les organisations fassent confiance à cette communauté, aux hackers éthiques. Ils sont pas là pour casser, ils sont pas là pour jouer sur deux tableaux, ils sont là pour contribuer, pour aider, pour avoir un Internet et des services plus fiables, plus sécurisés. Et tout ça demande une bonne dose d'empathie. Hein. Je ne parle pas de compassion, hein. On n'est pas dans un feuilleton, mais je parle vraiment de se mettre dans les bottes des autres, dans les chaussures des autres, et savoir se dire, oui, en face de moi, voilà, il y a un petit temps de réponse, il y a une latence parce que voilà, ils ont des analyses à faire, ils ont des décisions à prendre, ça peut prendre du temps, je vais prendre mon mal en patience, et vice-versa. Et mieux, ces deux communautés qui ne sont pas antagonistes se comprendront, plus la collaboration sera saine, pérenne, et cet intérêt mutuel sera trouvé entre les deux parties, et c'est là que vraiment le bug bounty va permettre d'aller au fond des choses et de livrer le service qu'il doit livrer, c'est-à-dire permettre à des organisations de se sécuriser au maximum en profondeur sur tout type d'actifs. Et je vais laisser la parole à mon co-conférencier qui peut reprendre la main sur la présentation.
Et qui est en mute actuellement. Ah, qui est en mute. Ah, voilà. Désolé, il est anonyme et en plus muet, ça fait beaucoup à la fois quand même. Donc, bonjour à tous, merci à Céline pour cette invitation. Tout d'abord, je voulais expliquer mon besoin d'être anonyme. Nous sommes une grande société d'assurance, nous utilisons le bug bounty avec YesWeHack depuis près de 30 mois sur près de 300 endpoints, donc nous l'utilisons de façon massive. Nous souhaitons rester anonymes tout simplement parce que nous ne voulons pas tenter des gens mal intentionnés de voir et de challenger nos sécurités inutilement. Donc, ce n'est pas, je dirais, quelque chose de biaisé, c'est qu'on peut adorer le bug bounty, adorer la sécurité, mais on peut rester réaliste sur le fait que le monde dehors n'est pas très, je dirais, convivial, il est plutôt hostile. Donc, nous souhaitons renforcer notre sécurité, mais nous préférons vivre cachés sur ce sujet-là. Voilà, c'est dit. Alors, comment je récupère le contrôle? Avec les flèches du clavier, droite-gauche. Merci beaucoup, Céline. Donc, beaucoup de sociétés communiquent sur le bug bounty, mais globalement, n'en font que quelques-uns pour découvrir. La grosse difficulté et la raison de mon retour d'expérience, c'est que mettre en place du bug bounty dans une entreprise, c'est un long chemin, pas facile, mais par contre, c'est très, très gratifiant parce que dans une société comme la nôtre, où nous avons beaucoup de sites, nous avons une politique sécurité relativement soutenue, où nous avons des outils d'analyse de code, nous avons des tests unitaires, des tests des scanners de tests de sécurité. Nous avons à peu près tout le package habituel d'une société de bonne taille. Nous avons quand même, après 30 mois, sur des vulnérabilités de haut niveau, c'est-à-dire que toutes les bas niveaux, nous les refusons, ce qu'expliquait Céline, nous avons quand même eu plus de 1000 vulnérabilités découvertes, plus de 60 critiques. Critiques, c'est au sens sévère, ça veut dire des données qui fuitent et donc des potentielles amendes GDPR ou des prises de contrôle de serveurs sur 350 sites. C'est-à-dire que derrière toute une sécurité, le retour d'expérience après 30 mois, c'est que on aurait pu tomber au minimum 60 fois de façon assez définitive. Et donc, c'est vraiment le fait d'avoir cette politique qui ressemble beaucoup à une assurance, c'est-à-dire une politique de sécurité en continu sur l'ensemble de nos sites, que nous maîtrisions ou non les mises en production, parce que quand vous êtes dans un grand site, des fois, c'est pas si facile de savoir qu'il y a eu une montée de version sur une application qui a apporté une faille de sécurité. Donc, d'avoir cette vision en continu nous a quand même permis de nous sentir un petit peu plus confiants. Et c'est pour ça que je voulais, entre guillemets, supporter ceux qui seraient intéressés par le bug bounty pour se dire il faut être tenace et sur le temps, ça va, entre guillemets, ça va payer, vous allez, entre guillemets, en tirer des bénéfices. Mais il faudra, quelque part, changer peut-être les a priori et je dirais les ressentis de certains de vos collègues qui trouveront derrière tout ça de l'originalité, des inconnus, des incompréhensions qui font que, quelque part, ça sera différemment perçu. La grosse particularité, c'est qu'on n'est plus dans un modèle classique avec des tests de pénétration ou des scans de vulnérabilité. Hein, c'est ce qu'on avait, et maintenant, ces scans et ces tests d'intrusion ne sont plus, je dirais, abandonnés, loin de là. On a un outil complémentaire qui est le bug bounty, qui nous permet d'avoir des testeurs qui vont, entre guillemets, monter en compétence sur nos architectures, nos infrastructures, nos applications, et au fil de l'eau, tester toutes nos nouvelles applications que nous mettons en production, que nous le sachions ou pas. Et c'est là où, entre guillemets, on a vu beaucoup de choses, parce que, en fin de compte, on a pu réfléchir au nombre de sites que nous avons. Si on ne trouve pas de vulnérabilité, les chasseurs en trouveront tôt ou tard, parce qu'ils vont y passer du temps et parce que, entre guillemets, on va créer des relations de confiance avec ces testeurs-là. On a pu réfléchir à mettre des plannings synchronisés entre des testeurs, des développeurs, des mises en production. On sait très bien qu'avec les développements agiles, l'application doit sortir quand elle doit sortir. Des fois, on aimerait bien qu'elle soit même plus testée d'un point de vue même business. Il y a des releases et il y a de la pression qui nous permet plus de synchroniser nos tests. Et là, des scans de vulnérabilité et surtout les bug bounty nous permettent d'avoir un minimum de sécurité fait très très rapidement. On met le bug bounty directement sur des sites en développement et en recette.
chose qu'on ne faisait pas avec des pentests parce que quelque part économiquement c'était pas rentable. Donc là on arrive à mettre des bug bounty directement sur des sites en développement, ce qui nous permet de faire monter en compétence nos développeurs dès le début. Et on est capable d'avoir un démarrage des tests par les chasseurs immédiatement après l'intégration d'un endpoint dans un programme. Alors qu'avant, il fallait s'organiser et compagnie. Là, on a déjà eu un grand nombre de fois des vulnérabilités qui étaient découvertes dans les quelques minutes, les quelques heures après la déclaration de ce site-là. Donc ça, c'est quelque chose de très, très intéressant. Donc pour nous, maintenant, c'est vraiment, je dirais, un minimum requis de mettre nos sites sur du bug bounty. On a la totalité de notre groupe qui est sous bug bounty. Tous nos utilisateurs souhaitent passer en bug bounty parce que souhaitent avoir de la confiance. Un des points majeurs qu'on a pu voir avec le bug bounty, auquel on ne pense pas obligatoirement dès le début, c'est le fait qu'un testeur va confirmer la correction immédiatement. Souvent, quand vous êtes avec un scanner ou avec un pentest, vous allez remonter une vulnérabilité, le développeur le corrigera quand il pourra, et une fois qu'il l'aura mis en production, vous ne saurez toujours pas si c'est corrigé ou pas, à moins d'avoir des compétences internes assez pointues. Là, vous allez pouvoir directement tester en demandant à votre chasseur de confirmer que la correction marche. Et en tant qu'RSSI, vous allez pouvoir, entre guillemets, vous reposer en disant « cette vulnérabilité est critique, je sais que maintenant, elle est normalement plus exploitable. On peut passer à autre chose. » Alors que quand vous étiez dans une approche classique de pentest, vous aviez un développeur qui se vantait de l'avoir, je dirais, corrigé. Était-ce vrai, était-ce pas vrai? L'avait-il partiellement corrigé parce qu'il était facilement contournable? Personne ne le savait. Là, vous avez un chasseur qui vous dit « moi, je passe plus ». Et donc, quand je passe plus, c'est quand même extrêmement, je dirais, gratifiant pour le RSSI qui peut passer à autre chose. Pour arriver à cette approche et ce confort et cet usage, pour nous, c'est une commodité d'avoir du bug bounty maintenant. On n'imaginerait plus vivre sans. On a globalement mis une stratégie qui nous convient, mais qui, je pense, pourrait être partagée avec d'autres. On a défini nos 350 endpoints sous 5 programmes. On a un programme VIP, c'est des chasseurs extrêmement de confiance par rapport à nous parce qu'on les connaît, on a échangé beaucoup, ils ont beaucoup travaillé pour nous. Et quand on a des sites extrêmement sensibles, parce que la donnée est extrêmement sensible, parce que le business est extrêmement sensible, on va mettre nos sites sous ces chasseurs-là au début pour pouvoir vraiment les challenger. Et on se dit, si jamais il y a des gros risques, on sait qu'on est avec des chasseurs extrêmement de confiance qui vont nous contacter immédiatement, avec qui on va pouvoir, entre guillemets, donner un go pour aller plus loin ou, entre guillemets, corriger tout de suite pour avoir une très grande réactivité. À côté de ça, on a divisé le monde entre la France, parce qu'on est une société plutôt française, et nos filiales en 2 parties. Et on a recoupé ce découpage monde, France et reste du monde avec un système de sites de production et sites de recettes, les sites de recettes n'ayant pas de données de production, nous permettant donc d'inviter des chasseurs que nous mettons dans un niveau de confiance un petit peu inférieur aux autres. On a toute confiance sur tous nos chasseurs. Ils sont tous de nationalité européenne, ils ont tous eu un KYC parce que la confiance est très importante aussi. Mais par contre, ce sont des gens avec qui on est moins habitué. Et donc, on a quand même une continuité d'activité à entretenir et d'exposition de nos données. Donc, c'est pour ça qu'on a découpé le monde en différences. Et accessoirement, nos sites de recettes, comme ils n'ont jamais été, entre guillemets, testés, ou du moins peu testés, les récompenses sont en général à des tarifs beaucoup plus bas que nos sites de production qui ont été énormément, je dirais, chassés et où la découverte de failles sera plus difficile, donc l'investissement sera plus fort. Donc pour motiver nos chasseurs en production, on a des rewards plus élevés, en recette, on a des rewards plus bas. Comme ça nous permet de faire venir des nouveaux chasseurs, de voir leur qualité, s'ils sont bons, si on les sent, je dirais, consciencieux et bienveillants. Hop, on les fera passer en production au bout d'un certain temps. Donc, c'est un petit peu notre approche qui nous permet d'avoir des chasseurs toujours motivés, actifs et compagnie. On a eu, sur ces 30 mois, plus de 150 chasseurs différents qui ont remonté des vulnérabilités. Donc, c'est important de savoir, parce que quand on entend des grands nombres, des fois, on se demande est-ce que tout le monde chasse ou pas. On en a 150 qui nous ont remonté des vulnérabilités. On a eu des très bons comportements de chasseurs. C'était une question qu'on se posait beaucoup en tant que RSSI ou dans les équipes juridiques ou DPO. C'est de se dire, est-ce que ces chasseurs qu'on ne connaît pas vraiment, est-ce que ce sont des gens, entre guillemets, fréquentables? Après 30 mois, on n'en a pas vu de non fréquentables. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On en a eu un qui est allé voir un endpoint qui n'était pas vraiment un endpoint autorisé. Donc 1 sur 150 sur 3 ans, c'est quand même pas beaucoup.
Et dans tous les cas, c'était plus une coquille qu'autre chose. Puis dans tous les cas, comme c'était hors scope, il n'a pas été payé, comme ça ne lui donnait pas envie d'y retourner. Globalement, une autre question qui est importante aussi, c'est on se dit, est-ce que ça coûte cher ou pas cher? Et c'était une inquiétude qu'on avait au début, et quand on a commencé à faire du bug bounty, on s'est dit, on va se mettre un budget minimum, comme ça, quoi qu'il arrive, on ne dépassera pas de ce budget-là. Globalement, on a dépensé un peu plus que ce qu'on aurait dépensé avec des pentests traditionnels, mais si on compare le coût total je dirais des récompenses qu'on a payées par rapport au nombre de sites que nous avons testés, c'est beaucoup moins cher que du pentest. Et ça, c'est quelque chose d'important à savoir. Et c'est quelque chose qui se lisse dans le temps, parce que, bien évidemment, quand vous allez ouvrir des sites qui n'ont été que pas assez testés ou testés il y a trop longtemps, vous allez découvrir des vulnérabilités, donc vous allez avoir un pic qui va s'amoindrir assez rapidement une fois, entre guillemets, que les sites ont été bien nettoyés et bien corrigés. On a eu globalement, je dirais, de bons comportements au niveau des découvertes et des corrections de nos développeurs. Nos développeurs ont corrigé relativement rapidement nos vulnérabilités critiques. Avant, quand nous étions en pentest, comme on ne savait pas exactement quand on allait pouvoir faire un contre-audit et vérifier que les corrections étaient faites, les développeurs étaient moyennement, je dirais, agressifs dans le sens vitesse de correction. Là, comme ils savent qu'on va pouvoir les tester très rapidement, on est capable de leur mettre une pression, et donc globalement, la vulnérabilité va être beaucoup plus courte en exposition dans le temps, et ça va être assez confortable. Donc, on a des développeurs qui corrigent beaucoup plus vite, et ça, c'est quand même très, très plaisant. Globalement, ça, c'est une décision qu'on a mis en discussion, entre autres, avec Céline. Tous les attaquants, les chasseurs, utilisent le VPN de YesWeHack et utilisent des user agents. Et vont utiliser des mots-clés qu'on a spécifiés avec eux quand ils vont faire des saisies. C'est-à-dire qu'on sait que si on a quelqu'un qui nous attaque, s'il vient de YesWeHack, c'est quelqu'un de bienveillant. S'il ne vient pas de YesWeHack, c'est un attaquant agressif. Donc, on donne des ordres à nos SOC de se dire tout ce qui ne vient pas avec les VPN de YesWeHack, vous pouvez descendre, je dirais, les attaquants parce que ce sont des personnes agressives dessus. Si jamais une personne, pour des raisons particulières, parce que le VPN a un problème ou je ne sais quoi, on leur demande aussi d'avoir des user agents spécifiques qui permettent de les tracer. Ce qui permet aussi de voir exactement si c'est bien un utilisateur, je dirais, autorisé dans notre structure. Et bien évidemment, quand ils peuvent créer des clients ou envoyer un message à travers nos applications, on leur demande de mettre des mots-clés spécifiques dedans afin qu'on puisse comprendre très facilement si ce sont, entre guillemets, des attaquants ou pas des attaquants. J'ai oublié de préciser une chose extrêmement importante mais qui était écrite. Nous sommes dans un mode de programme privé managé, c'est-à-dire privé, c'est nous qui invitons, suite à proposition de YesWeHack, des personnes de confiance qui ont eu un KYC, qui sont européens, et nous sommes en modèle managé, c'est-à-dire que nos vulnérabilités sont intermédiées par un manager de programme qui va faire l'intermédiaire entre le chasseur et nous. Nous avions, entre guillemets, au début, une interrogation sur comment parler à un chasseur, comment créer de la confiance avec les chasseurs, comment faire voir que nous n'essayons pas de négocier la criticité d'une vulnérabilité, que nous ne sommes pas des mauvais payeurs ou des choses comme ça. Donc, on voulait, entre guillemets, apprendre à savoir parler à ces personnes que nous ne connaissons pas et, entre guillemets, s'acheter une réputation de bonne foi sur le long terme. Et grâce au manager, on a pu comprendre la philosophie des chasseurs. On a pu faire comprendre aussi que de temps en temps, on ne voulait pas payer ce montant-là parce que nous avions d'autres défenses qui disaient que la vulnérabilité n'était pas du tout au niveau où le chasseur l'imaginait, tout simplement parce qu'il y a des choses qu'il ne voyait pas, qui disaient qu'en fin de compte, ce n'était pas exploitable. Là, avec un manager intermédiaire qui nous entend et qui est capable d'être compris et entendu de la part des chasseurs, on crée de la confiance au long terme. Et quand il y a des problèmes de, je ne sais pas, une vulnérabilité qui est dupliquée, on en a eu très très peu, on est capable, entre guillemets, de se faire, entre guillemets, croire et de respecter les deux parties, ce qui est quand même extrêmement important. Je vous remercie. Il va falloir conclure. Oui. Donc, c'est large, le sujet est large. Vous avez d'ailleurs des questions dans le chat et dans l'onglet questions si vous avez l'occasion ensuite d'aller… J'ai dit les points relativement importants. Le dernier point pour conclure, c'est que nous avons commencé, entre guillemets, le bug bounty comme étant un complément à nos scans et à nos pentests. Et en fin de compte, ça nous a vraiment permis de
de nous driver vers du vrai DevSecOps, où en fin de compte, on a vraiment un pilotage de nos vulnérabilités qui est remonté à nos métiers et qui nous permet en fin de compte de vraiment sensibiliser nos métiers aux vulnérabilités et pas de rester à un niveau technique. Et donc ça, c'est le point, je dirais, le plus important du bug bounty. L'usage est bien plus élevé, plus fort que de la pure technicité de vulnérabilité. Parfait, merci beaucoup, merci à tous les deux. Je vous invite à vous rendre dans le chat et dans l'onglet questions dans lequel vous pouvez répondre aux questions qui vous sont directement adressées. Il y en a d'ailleurs, hein. Le public est assez réactif sur le sujet, donc un grand merci.